Nous sommes lundi matin et une nouvelle semaine démarre. Et vous êtes bien évidemment au bon endroit pour ne rien manquer de l'essentiel. L'actualité, vous le savez, elle bouge. Les regards se croisent, les idées s'affrontent. Et ce matin, on prend le temps d'y voir clair, ensemble bien évidemment. Bonjour le Bénin, c'est pas sans vous et c'est maintenant. Au menu dans votre matinale, l'art et la culture. Pour ouvrir cette matinale, nous parlerons d'un vernissage qui invite au dialogue des spiritualités et des imaginaires. Sous les mêmes eaux, une exposition signée Michela Pereira met en résonance tradition hindoue et patrimoine béninois. Une immersion artistique portée par l'Institut français du Bénin dans le cadre d'un programme de résidence ouvert depuis le 23 avril. L'artiste est avec nous pour décrypter sa démarche. On parlera aussi mémoire et transmission. Le conte africain, longtemps pilier de l'éducation et de la transmission des valeurs, fait-il toujours écho aujourd'hui entre modernité, urbanisation et nouveaux modes de consommation culturelle? Quelle place lui reste-t-il? Peut-il encore rivaliser avec les formats contemporains? Élément de réponse avec Fidèle Anato, notre invité. Le sport ensuite avec un événement majeur. Le Tour cycliste international du Bénin s'élance officiellement aujourd'hui. Un prologue sous forme de contre-la-montre individuelle sur 4,8 km pour lancer cette 21e édition et désigner le premier maillot jaune. Ambiance en jeu et première tendance avec notre invité spécial, notre envoyé spécial Blaise Adanko en direct d'Agbangandan. Et puis l'instant politique après l'élection de Romuald Douadaï, une question s'impose: quelle nouvelle trajectoire pour l'opposition entre recomposition, repositionnement stratégique et risque d'effacement? Les lignes bougent. Nous en parlons avec Antoine Guédou. Il est notre invité politique de ce matin et bien évidemment d'autres actualités viendront enrichir cette matinale pour vous accompagner avec clarté et engagement. Mais avant tout ceci, bien entendu, allons au bulletin d'information. Début de semaine, Madame, Messieurs, bonjour. Elle est célébrée chaque 26 avril du tube de Vano Baby au Gary, désormais labellisé en passant par le logo de votre entreprise. La propriété intellectuelle reste le point commun. Grâce à elle, vos concepts peuvent valoir de l'or. On en apprend davantage sur le sujet avec Rebecca Kendjaoundé et Amandine Agnamboussou. Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, on parle du droit qui protège les inventions. Une idée sur trois est copiée. Dans tous les domaines d'activité, les créateurs ou innovateurs se font voler leurs idées. En clair, leur créativité. Une chanson de Zénab, un film, un livre, un logiciel par exemple. Personne n'a le droit de les copier ni les diffuser sans l'accord des auteurs. C'est un droit que tout créateur, innovateur, chercheur, inventeur doit pouvoir revendiquer sur sa création. Et partant de là, le chercheur, l'inventeur, la PME doit protéger sa création. Les produits des champs font aussi l'objet d'une grande attention en matière de propriété intellectuelle. Cela passe par l'indication géographique. Au Bénin, l'ananas pain de sucre d'Alada, le Gary de Savalou en bénéficient. Personne d'autre ne peut utiliser leur nom. Cela évite la contrefaçon et ça valorise nos producteurs. Si la journée a été instituée, c'est pour quand même montrer les efforts que font les inventeurs, les créateurs et en même temps montrer, expliquer l'importance de la propriété intellectuelle. Autre univers auquel on ne pense pas souvent quand on parle de propriété intellectuelle, c'est le sport. Parce qu'a priori, le public se dit mais le sport, c'est pour les sportifs. Mais quand on parle de sport, c'est tout un public qui est rassemblé. Et nous devons constater que c'est au cours de ces compétitions sportives-là que les promoteurs font aussi de la publicité. De la scène au champ, du labo au marché, la propriété intellectuelle protège tous ceux qui crient. Mais une idée sur trois est encore copiée au Bénin. D'où l'importance
de protéger les œuvres. Au Bénin, la modernisation du cadastre franchit une étape importante portée par l'Agence nationale du domaine et du foncier à travers le projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre. Cette réforme vise une sécurisation foncière généralisée, gratuite et numérique. Aujourd'hui, plusieurs grandes villes sont déjà entièrement couvertes. Marcel Arrossi pour les détails. C'est une réforme discrète mais structurante. Au Bénin, la modernisation du cadastre portée par l'Agence nationale du domaine et du foncier progresse grâce au projet de préparation de la mise à l'échelle. Objectif, garantir à chaque citoyen un droit foncier reconnu, sécurisé et accessible. Sur le terrain, les résultats sont désormais visibles. Dans 12 communes pilotes engagées depuis quelques années, le processus cadastral suit une démarche rigoureuse. Sensibilisation des populations, collecte des données, identification des parcelles, validation contradictoire, affichage public, jusqu'à la délivrance des certificats. Aujourd'hui, 3 grandes villes marquent une avancée décisive, Cotonou, Parakou et Porto Novo. Toutes 3 sont désormais entièrement couvertes. Nous sommes à la 4e phase des collectes. On a fait du chemin et on a tiré les leçons des collectes précédentes pour améliorer ce qui se fait actuellement. Autre innovation majeure, la digitalisation. Avec la plateforme e-Foncier Bénin, les citoyens peuvent désormais consulter leurs informations cadastrales et effectuer leurs démarches en ligne. Un système moderne qui renforce la transparence et sécurise les transactions foncières. Pour les populations, les effets sont concrets. Certificats en main, les propriétaires peuvent prouver leurs droits, éviter les litiges et accéder plus facilement au crédit. Le foncier devient ainsi un véritable levier économique. Aux Pays-Bas, on a une expérience profonde avec le cadastre. Donc c'est notre cadastre qui a décidé de venir ici et de travailler avec toutes les institutions au Bénin. À mesure que le cadastre se déploie, c'est une nouvelle relation à la terre qui s'installe. Plus de sécurité, plus de transparence et davantage d'opportunités pour les citoyens. On en vient à cette campagne nationale de traitement de masse contre la bilharziose et les vers intestinaux. Cette campagne qui démarre aujourd'hui même vise à traiter les enfants pour favoriser leur croissance, leur développement intellectuel et surtout la rentabilité des investissements des parents. Ariane Da Silva. La campagne nationale de traitement de masse contre la bilharziose et les vers intestinaux cible les enfants âgés de 5 à 14 ans, qu'ils soient scolarisés ou non, dans 11 départements du pays. La Liborie, la Takora, l'Atlantique, le Borgo, le Koufo, les Collines, la Donga, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou. Ces enfants vont recevoir gratuitement des médicaments destinés à les protéger contre ces 2 maladies parasitaires. La distribution se fera dans les établissements scolaires pour les élèves et au sein des communautés pour les enfants non scolarisés. La bilharziose et les infections dues aux vers intestinaux constituent un frein au développement des enfants et à leur rendement scolaire. Fatigue chronique, douleurs abdominales, troubles de la croissance ou encore difficultés de concentration en classe. Autant de symptômes qui compromettent leur bien-être et leur performance. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, appelle à la mobilisation de tous les acteurs de l'enseignement primaire et secondaire, des leaders communautaires et des élus locaux pour assurer le succès de cette campagne. Il exhorte également les chefs de ménage et les mères à permettre à leurs enfants de bénéficier du traitement. La campagne nationale de traitement de masse contre la bilharziose et les vers intestinaux se déroule du 27 au 29 avril 2026. Allez, on parle mode dans ce bulletin des coutures pour affirmer une identité, des silhouettes pour raconter une histoire. Abo Fashion Réception a réuni stylistes, mannequins et passionnés autour d'un même fil conducteur, sublimer le wax et révéler toute la richesse du savoir-faire local. Regardez. Sur le podium, les tableaux s'enchaînent. Le convoi côtoie le was, les perles viennent sublimer les silhouettes. Chaque passage est une fusion maîtrisée entre héritage et modernité.
L'intention, quand on organisait la première édition, c'est de pouvoir permettre aux Béninois d'être fiers du textile qui est produit chez eux. Et tout doucement, ça a commencé par prendre. Et je suis vraiment tellement content parce que chaque fois quand je vois notre indigo bien porté, notre canvas bien porté, les batiks bien portés, je me dis, le travail, s'il fallait recommencer, c'est avec fierté que je le ferai. Les tissus racontent une histoire, celle d'un savoir-faire revisité, d'une identité affirmée, d'une élégance qui ne demande aucune validation. Du choix des matières aux finitions, chaque création ici célèbre la richesse du style africain. Ce qui me motive, c'est vraiment l'art africain. L'art africain, c'est vraiment ça la base, parce que par exemple, toute cette collection était faite à base d'indigo, qui est la teinture sur le percale, le coton africain, le coton béninois précisément. Et dans cette collection, je suis beaucoup inspirée de la culture vaudou, je vais dire, de l'art africain, du patrimoine culturel béninois, on va dire. Je crois que j'étais beaucoup plus impressionnée par toute cette créativité que j'ai vue, les créations, les différents modèles, les défilés, les mannequins qui étaient passés, c'était vraiment impressionnant, j'ai apprécié. Et alors que les lumières s'éteignent progressivement sur le podium, les créations, elles, restent dans les esprits. À sa 8e édition, Avo Fashion Reception confirme une chose, eh bien, la mode béninoise ne suit pas les tendances, elle les crie. Art toujours, mais sous une autre forme, avec cette fois-ci une Sri Lankaise d'origine qui puise son inspiration dans d'autres réalités. Via son exposition Sous les mêmes eaux, Michela Pereira tisse des liens entre spiritualité et culture. Une création née de sa résidence avec le programme Inspiration Bénin. Estelle Pazot, d'Aide Dossou, nous en dit plus. À l'intérieur, le vernissage. Dehors, le cocktail, mais un seul sujet de discussion. Sous les mêmes eaux. Au fil des toiles avec Michela, Jaurès, lui, veut en savoir encore et encore, tant la matière, les couleurs et la subtilité attisent sa curiosité. C'est ce tableau qui m'intéresse beaucoup et elle m'a tellement bien expliqué cela. Elle m'a dit que parfois, il faut laisser tout, il faut laisser son orgueil de côté, toute sa grandeur de côté et se concentrer à la nature où nous sommes. Dans ses œuvres, l'artiste explore aussi la place des femmes dans les rituels et la transmission des savoirs. D'origine sri-lankaise, elle croit profondément aux similarités entre les croyances. Un mélange qui crée, selon elle, un dialogue visuel entre différentes cultures. Je mets en relation deux systèmes de croyances, celle de Sud-Asie et ici au Bénin. Et je vois que les deux systèmes, c'est basé sur l'animisme et un savoir écologique. À travers ces toiles, Michela Pereira parvient à transmettre avec justesse et émotion la profondeur de sa démarche, touchant à la fois le regard et la sensibilité du visiteur. Je retiens une fusion entre nos tissus africains et nos réalités endogènes. Ce que j'ai ressenti, c'est un peu comme une libération ou alors un réveil de quelque chose en elle. Et je pense que c'est la terre hyper chargée du Bénin qui permet cela. Je suis là pour 6 semaines. Le Bénin l'a conquise, mais déjà l'artiste se projette ailleurs, à la rencontre d'autres réalités, d'autres cultures et de nouvelles couleurs à peindre sur ses toiles. On parle cyclisme féminin à présent. Depuis l'an dernier, le Grand Prix des Amazones s'inscrit comme une étape marquante du Tour. Cette initiative de la Fédération béninoise de cyclisme veut offrir aux femmes une place de choix dans une discipline longtemps dominée par les hommes. C'est Tondi Metoli pour le reportage. C'est la cerise sur le gâteau. Inscrit au programme du Tour cycliste international du Bénin, depuis l'édition 2025, le Grand Prix des Amazones s'impose comme la pièce manquante du puzzle. Celle qui fait du Tour du Bénin un événement unique sur le continent. Un spectacle en plein cœur de Cotonou, sur la route des pêches. Une scène idéale pour les Amazones de la Petite Reine pour révéler toute l'étendue de leur talent.
Le critérium de 68 km, soit 5 tours d'un circuit fermé, offrira une fois encore à Charlotte et à ses coéquipières l'occasion de mesurer les progrès du cyclisme féminin béninois. En, disons, 6 ans, nous sommes passés de 0 place à la 8e place en Afrique sur les 54 pays. Et au monde, le Bénin, le petit Bénin, est passé 90e nation de cyclisme sur les 200 nations cyclistes au monde. En instaurant le Grand Prix des Amazones, la Fédération béninoise de cyclisme offre une véritable vitrine au cyclisme féminin. Le Bénin rejoint ainsi la Sierra Leone et le Burundi, dans le cercle encore très restreint des pays d'Afrique subsaharienne qui offrent une telle plateforme d'expression à la gente féminine de la petite reine. Vous l'avez sans doute remarqué, une nouvelle vague de passionnés prend d'assaut les espaces publics dans la ville de Cotonou. Entre équilibre, vitesse et sensations fortes, le patinage à roulettes s'impose aujourd'hui comme un véritable loisir qui a su conquérir enfants et adultes. À seulement 5 ans, Salomon fait ses premiers pas de roue. Il est à sa 2e séance, pas question pour lui de se fondre avec les autres. Concentré, regard fixé sur ses pieds, il avance prudemment entre hésitation et détermination. Pendant que certains apprennent encore à trouver l'équilibre, d'autres déjà, plus à l'aise, enchaînent les mouvements. Ici, ces jeunes deviennent presque des virtuoses du roller. Je dirais ce qui me passionne, c'est simplement le fait de s'éclater. Quand tu fais le sport, c'est que tu t'exprimes, il n'y a pas de souci, tu oublies tous tes soucis, tu es là, c'est toi à 100%, quoi. C'est un sport urbain que tout le monde peut pratiquer sans pouvoir le professionnaliser. J'aime beaucoup faire ça. Tu me montres quelques pas? Comment tu fais ça? Un apprentissage encouragé par les parents qui voient en cette activité bien plus qu'un simple loisir. À force de faire le roller, elle a plus pris confiance en elle et puis c'est une activité qui l'a permis de perdre quelques kilos. Pour son bonheur et pour mon bonheur, on vient tous les samedis. Et on revient. Qui pourra le faire? Et derrière ces progrès visibles, un encadrement rigoureux. Le coach veille à chaque détail. Son objectif, former, mais surtout sécuriser. Ceux qui sont là sont en train de découvrir présentement le côté vitesse. Ça nécessite la concentration. Et nous-mêmes, on doit être vigilants sur eux, être en train de les surveiller pour qu'il n'y ait pas de blessés. Le roller gagne du terrain et transforme peu à peu cette esplanade en véritable piste d'apprentissage. Voilà qui vient mettre un terme au bulletin de ce matin. On espère que vous avez apprécié. Rendez-vous demain toujours avec le même plaisir. Rachida, c'est à vous. Merci, génial. Fouda, Monsi et Aboka, merci de me passer le relais, n'est-ce pas? Toujours avec le plaisir, vous le savez. Voilà, pour poursuivre l'émission. À celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, bienvenue. Ici, vous le savez, on ne se contente pas de dérouler l'actualité, on la partage, on la questionne et parfois même, on lui arrache un sourire et on s'en va l'arracher avec Patrick Diossou d'un événement à la une. Eh oui, l'actualité est marquée par de nombreux sujets et Patrick en a repéré quelques-uns pour nous ce matin. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Rachida, bien maman. Bonjour pour cette matinée qui commence avec, je dirais, un beau sourire. Et le sourire, c'est le soleil. Exactement. Et nous souhaitons, nous faisons tout en tout cas sur Bonjour le Bénin. Nous faisons du mieux que nous pouvons pour que ce sourire ne vous quitte jamais. En allant à la quête de l'actualité, la meilleure, la riche, la variée, histoire de vous renseigner sur tout ce qui bouge autour de nous. Et donc Patrick Diossou, on va parler de quoi ce matin? On va commencer déjà par la journée mondiale d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du design ou du design graphique. On suit cet élément qui nous parle de cette journée. On est parti du constat selon lequel... Éclosion de Wedo, un atelier de formation en écriture de scénarios et de bande dessinée.
La Journée mondiale du design graphique ou Journée internationale du design est célébrée chaque année le 27 avril. Cette date commémore la fondation du Conseil international du design, AICOD, anciennement ECOGRADA, en 1963. Cette journée vise à promouvoir le rôle essentiel du design en général et du design graphique en particulier dans la société, la communication et l'innovation. Créée et célébrée depuis 1995 pour valoriser la profession, cette journée vise 3 objectifs spécifiques. 1. Mettre en lumière le talent des graphistes. 2. Réfléchir au rôle de la communication visuelle. 3. Encourager des solutions innovantes. Le design, en général, est un domaine vaste englobant 6 types. 1. L'identité visuelle ou design graphique. 2. L'identifiant d'une marque. 3. Le marketing ou la publicité. 4. L'interface utilisateur. 5. L'édition ou la mise en page d'une publication. 6. Le packaging ou conception d'emballage pour produits. Spécifiquement, le design graphique est l'art de structurer des éléments visuels, images, textes, couleurs, formes, pour communiquer un message, raconter une histoire ou provoquer une émotion. Il combine créativité et technique pour des supports imprimés ou numériques, touchant au branding, au packaging et à la publicité. Le design graphique, c'est l'éthique dans l'esthétique. Oui, le design graphique, c'est l'éthique dans l'esthétique. Et pour atteindre une certaine esthétique, il faut être avec une plasticienne, il faut être avec un artiste visuel. Une artiste visuelle, une artiste plasticienne, et qui allie plusieurs pays dans son être elle-même. Elle est Sri Lanko-irlandaise, j'y arrive, oui. Elle est de Sri Lanka, elle est de l'Irlande en même temps, mais elle parle français. Michela Pereira, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Alors, Michela Pereira, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Avec vous ce matin, on va dire à la croisée des cultures et des croyances, n'est-ce pas? Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, pour une résidence de création instituée ou inscrite par l'Institut français du Bénin, vous êtes inscrite, vous avez eu une certaine motivation. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir, prendre la décision de participer à cette résidence de création, qui est à la 2e édition pour cette année? Oui, donc déjà, la résidence est assez particulière. Oui. Donc, il y a plusieurs artistes, pas seulement les artistes visuels, plasticiennes, mais aussi les danseuses, les performeurs. Donc, ils peuvent venir entre novembre et fin d'avril. Oui. Donc, c'est très ouvert. Il n'y a pas... On n'a pas un atelier ni un espace consacré pour la résidence. Et chaque artiste doit trouver leur milieu. Il faut seulement un partenaire béninois pour guider l'artiste dans les recherches et la démarche artistique. Oui. Donc, c'est assez large. Ouvert. Assez ouvert. Assez large. Et deuxième fois, je suis intéressée par les systèmes de croyances. J'ai commencé bien sûr de travailler avec le système de croyances en Sri Lanka. Oui. Mais je suis aussi intéressée par le système de croyances mondial qui a survécu la colonisation. Oui, la colonisation. Et voilà, c'est pour explorer ce lien que je suis venue ici. D'accord. Alors, pour explorer ces liens, vous êtes venu ici et vous avez fait une exposition. L'exposition va s'achever aujourd'hui en principe. Oui. Oui. Et c'est sous le titre « Sous les mêmes eaux ». Sous les mêmes eaux. Mais pour l'initiative générale, c'est Inspiration Bénin.
au cœur des mondes africains. Oui, c'est le titre au complet. Oui. Alors, sous les mêmes eaux, qu'est-ce qu'on peut retenir comme idée principale sous les mêmes eaux? Sur les mêmes eaux, je parle de deux systèmes de croyances séparés par des océans. Oui. Donc, Sri Lanka, c'est dans l'océan Indien et Bénin, océan Atlantique. Oui. Mais il y a quand même les liens qui nous approchent. Oui. Et donc, quand je suis venue ici, j'ai vu que... Vous avez pu combiner les deux liens. Les deux liens. Alors, pour les téléspectateurs, je rappelle, vous l'avez dit, le Sri Lanka, c'est en Asie du Sud, donc Asie méridionale, et c'est l'océan Indien. Oui. Et nous sommes dans l'océan Atlantique, nous sommes en Afrique occidentale, donc ça fait deux mondes. C'est un dialogue, c'est un dialogue, qui finalement, on va dire, oppose deux univers spirituels diamétralement opposés, je me répète. Mais pourtant, vous trouvez des similitudes, n'est-ce pas, Michela Pereira? Oui, c'est ça. J'étais surpris par le nombre de connexions qu'on a entre les deux systèmes de croyances. Le système, je rappelle, le système hindou et le système vaudou. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Et c'est assez large. Moi, je dis que c'est basé aussi sur l'animisme et l'écologie. C'est ça que j'ai trouvé de plus en plus. Oui. Et les gestes, certains gestes aussi, certains rituels, les cérémonies, bon, ils ne sont pas tous pareils, mais il y a les liens qui... comme les purifications, les gestes de purification, des sacrifices aussi, tout ce qu'il y a comme pratique, les pratiques spirituelles. Comment la divinité est liée aussi avec l'écologie, la terre, la mer, les eaux, l'air, les quatre éléments. La terre, l'eau, l'air et puis le feu, les quatre éléments. Donc, on retrouve les quatre éléments dans les deux civilisations, dans les deux cultures, hindou et vaudou. Oui, on peut dire dans l'hindou, il y a aussi un cinquième, ça c'est le ciel, l'espace. L'espace, qui est considéré comme cinquième élément. Oui, voilà. Oui. Donc voilà une grande différence, cinquième élément. Alors, lorsqu'on suit ce que vous avez produit, je dis, il y a trois dimensions qu'on a pu retrouver. La première dimension, c'est le dialogue spirituel, spirituel ou rituel entre les deux. Et la deuxième dimension, c'est une dimension, vous l'avez dit, écologique entre les deux. L'écologie, la terre, tout ce qui est... Et troisième dimension, on a pu voir que vous avez pu retrouver dans chaque civilisation des relations avec les femmes, comment les femmes participent, comment elles participent à tout cet ensemble-là de connaissances pratiques, connaissances rituelles, spirituelles, je dirais carrément intellectuelles. Oui, donc tout ça c'est lié, bien sûr. L'écoféminisme, c'est très important dans le discours parce que les femmes sont plus touchées par le réchauffement, le climat. Oui. Et donc, c'est impératif que les femmes participent dans la conversation, dans les débats. Oui. Et dans des systèmes spirituels autochtones, il y a toujours une façon de conserver l'écologie, conserver l'environnement. Oui. Donc, si on veut prendre les leçons pour comment mieux conserver notre environnement, on peut regarder nos ancêtres, on peut s'enseigner sur les ancêtres et sur les sciences autochtones. Oui. Et donc,
c'est important que les femmes soient incluses dans cette conversation. Oui. C'est parce que... Elles sont déjà incluses? Elles sont déjà incluses, oui. Mais bien sûr, ils sont déjà inclus. Mais il faut aussi mettre en valeur aussi leur participation. Oui. Et c'est ça que j'essaie de faire avec mes travaux. Et vous avez pu utiliser les pains qui sont locaux, vous avez pu voir les designs, les dessins qui sont sur les pains, tout ce qui est comme relief. Et c'est ça qui vous a inspiré. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette inspiration? C'est juste l'observation ou bien c'est quelqu'un vous a dit il faut y toucher? Okay. Oui, donc le paille, ça vient de Hollande, bien sûr. Oui, ça vient de Hollande, oui. Oui, mais avant ça, c'était de la scie aussi, la scie d'Est. Et nous aussi, en Sri Lanka, on a le batik et le wax. D'accord. Mais mon inspiration aussi, c'était, j'ai vu qu'il y avait plusieurs moments, plusieurs instants dans mes recherches que j'étais obligée de porter la paille. Oui. Et donc, j'ai vu que c'est inscrit dans le discours, dans le vaudou aussi, la paille, même si ça vient d'ailleurs. Donc, c'est dit qu'il y a une adaptabilité dans le système de croyance de vaudou. Oui. Et cette adaptabilité est aussi une forme de résilience. D'accord. Parce qu'à travers des adaptations, on peut survécu les moments très violents aussi, comme la colonisation. Oui. Donc, toute la violence de la colonisation n'a pas eu d'influence. On a pris ce qu'il y a à prendre de la colonisation et on l'a adapté au contexte. Et ce sont les ancêtres qui ont déjà commencé ça. Et vous avez pu... Si tu le permets, Patrick, vous êtes là dans le cadre d'un vernissage, n'est-ce pas, qui a démarré depuis le 23 avril et qui s'achève aujourd'hui même. Et comme on le voit sur les images depuis quelques instants, le public qui a fait le déplacement, quels sont les retours que vous avez eus? Donc, je pense que on voit un public très curieux qui pose des questions. Racontez-nous un peu. Oui, en fait, les gens sont très curieux par rapport aux similitudes entre hindouisme et vaudou. Oui. Donc, j'avais beaucoup de questions par rapport à comment ces deux systèmes de croyance sont si loin et pas avoir les similitudes. Si éloignés, mais si proches. Oui, voilà. Et aussi beaucoup de questions très importantes sur l'écologie, comment le savoir de nos ancêtres pour nous aider de mieux garder la terre, mieux sauver la terre. Oui, exactement. Donc, c'était très intéressant. C'est très bien de parler avec le public pour avoir un autre point de vue sur ce que j'ai produit aussi. D'accord. Mais est-ce que cette exposition marque aujourd'hui, on va dire, un tournant dans votre manière de créer? Pardon? Est-ce que cette exposition a changé quelque chose dans votre perception des choses? Oui, bien sûr. Quand je suis arrivée, j'ai pensé que je vais travailler plutôt avec les récits de divinité, plutôt dans la tradition orale, liée avec certaines divinités qu'on peut trouver en Inde, en Sri Lanka et ici au Bénin. Mais en fait, j'ai vu que c'était plus large que ça. C'est vraiment dans la philosophie. Oui. Parce que ce système de croyance, c'est pas seulement une religion, mais une philosophie, un point de vue sur le monde. Oui. Donc, c'est ça que j'ai découvert et ça, je pense, ça va toucher ma pratique dans tous les cadres. Alors justement, pour rejoindre cette question, les perspectives, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir, juste après cette exposition? Les perspectives, je dis que
l'importance de femmes aussi pour la transmission des idées, de nos savoirs, c'est très important. Donc j'aimerais bien travailler aussi plus avec ça. C'est pas que les femmes qui... Bon, c'est pas seulement le fait qu'ils gèrent un milieu spirituel, mais aussi ils transmettent entre maman et enfant aussi. On grandit avec la mère, notamment dans le foyer. Donc, c'est elle qui nous transmet la tradition orale, les traditions plastiques aussi. Donc, je pense travailler plus avec ça. C'est votre premier séjour au Bénin? Oui, c'est ça. Et vous aimez le Bénin? J'adore. Qu'est-ce qui vous épate chez nous ici? Qu'est-ce qui vous séduit après? Les gens sont très ouverts. J'ai voyagé beaucoup dans le temple et j'ai fait des recherches, les entretiens avec les historiens et tout le monde était vraiment ouvert et j'ai bien apprécié ça, c'était magnifique. On vous a ouvert toutes les portes possibles pour... Oui, faciliter le projet que j'aimais parce que bon, je ne suis pas d'ici, je parle de Bourdon et ça peut être un peu... Il n'y a pas eu de réticence? Non, c'est ça que j'ai trouvé des gens étaient très... Vous êtes senti chez vous, on va dire simplement. Ça. Oh, merci. Merci. Dites aux Béninois que vous aimez bien le pays. J'aime bien les Béninois et les Béninoises. J'adore votre pays. Et donc, vous êtes prête à revenir encore au pays? Elle n'est pas encore partie, Patrick. Et le vernissage. Bon, en fait, tout s'achève aujourd'hui. Aujourd'hui, l'exposition s'achève aujourd'hui. Ou bien, il y a, on va prolonger l'exposition? Vous ne savez pas? Non, donc l'exposition se ferme aujourd'hui et je pars en fait jeudi, donc c'est assez court. C'est assez court, mais c'est pour ça que je demandais, vous avez envie de revenir certainement? Oui, j'aimerais bien si... Oh, super. Merci au peuple béninois, merci aux Béninoises et aux Béninois qui ont su accueillir la Sri Lankaise qui est Sri Lanko-irlandaise. Et j'aimerais bien aussi remercier mon partenaire béninois, Fortuné Agossa, le centre, espace culturel, le centre pour l'atelier, l'hébergement et Maison Rouge pour l'exposition. Oui, l'exposition est à la Maison Rouge actuellement, la Maison Rouge. Et même si toute l'exposition, enfin, tout le programme est du Centre culturel français, l'Institut français du Bénin. Oui, c'est l'Institut français et l'ambassade de France qui gèrent ça avec le soutien de Maison du Monde africain, Mansa et ADAC. D'accord. La Maison du Monde africain, donc on remercie toutes ces structures, on remercie l'ADAC pour l'accompagnement. Merci. Vous avez un dernier mot, certainement. Un mot de fin. Il n'y a pas de dernier mot. Un mot de fin pour... Moi, j'espère de revenir ici pour mieux comprendre, parce que je pense que c'est un début dans la recherche et j'aimerais bien de revenir aussi, de faire un peu plus de recherche parce que le système de croyance dans 6 semaines, c'est pas assez peut-être de tout gérer, tout approcher. Donc, merci pour tout le monde qui a participé aux interviews, les gens qui m'ont aidé pour l'accrochage et tout ça. Il y a une équipe derrière moi et je remercie tout le monde. Merci pour votre visite aussi. Michela Pereira. Vous savez qu'il y a la famille Pereira au Bénin? Est-ce qu'il y a une famille Pereira parce que Portugal, oui, ça vient de Portugal, le nom Pereira. Donc, merci Michel Pereira, merci pour cette exposition qui finalement n'est pas qu'un parcours artistique. Hein. Je le pense très sincèrement, c'est aussi une invitation, on va dire, à repenser un peu nos racines, à questionner nos croyances et pourquoi pas aussi à reconnaître l'autre en nous-mêmes.
Oui. Merci Michel Perara et bon séjour au Bénin. On rappelle, Patrick Diossou, que l'exposition se poursuit aujourd'hui, voilà, du côté de la Maison Rouge. Oui. Allez-y, faites-y un tour et pénétrez ces deux univers qu'on pensait très éloignés, mais qui finalement ont tant de similitudes. On va à la pause, le temps pour nous de poursuivre cette émission. À la signature. Si quelqu'un va rentrer en conscience, le coureur, il sait que la route est balisée totalement. Mais ça peut vraiment pénalité. Vous êtes seul sur votre vélo, vous devez pédaler. Si vous ne pédalez pas, vous faites dépasser. Les épices, alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Vous êtes toujours sur Bonjour le Bénin et merci d'y être. On vous souhaite de passer une excellente matinée en compagnie de Bonjour le Bénin qui vous accompagne tous les jours de lundi au vendredi quand il sonne 7 h. À présent, allons dans ce Bénin que nous aimons si tant, ce Bénin qui bouge, ce Bénin qui nous ragaillardit, qui nous fait plaisir, ce Bénin finalement en mouvement. On va parler du conte africain, moyen de transmission de valeurs. Et c'est avec vous, Amandine Aniambossou. Bonjour à vous. Alors, vous nous contez des histoires ce matin ou pas? Oui, dans ma langue on dit souvent. Oui. C'est une colle ou quoi? On dit, chez moi, on dit, bon, pas chez moi, je dis, on a l'habitude, qu'est-ce que moi, mon père avait l'habitude de me dire, hein, histoire, et je dis raconte, histoire, ma petite fille, et je dis raconte, voilà. Je ne sais pas comment ça se passe au village, mais bon, allez. Bon, Rachida, aujourd'hui,
Chers téléspectateurs, bonjour à vous. On va parler du conte. En effet, le conte se raconte, c'est un récit fictif qui fait partie de notre culture d'oralité. Il permet de transmettre des valeurs et de sensibiliser généralement. Le conte met en scène des humains, des animaux, des esprits ou encore des éléments de la nature. Donc, dans un monde dominé par les écrans et l'instantané, le conte reste un héritage culturel puissant et une passerelle précieuse entre les générations qui questionnent et rassemblent à travers des figures emblématiques comme le lièvre rusé par exemple, ou la tortue sage ou encore, et contribue à la socialisation des jeunes générations. Karamat Agbatao nous plonge donc dans le sujet à travers ce reportage. Autour du feu, à la tombée de la nuit, s'installe une ambiance conviviale. Ah, je suis plein. J'ai très bien mangé aujourd'hui. Les enfants, j'aimerais très bien vous croire moi aussi. Vraiment? Le conte, d'abord, à l'essence, c'est se baser sur les expériences de vie de nos aïeux pour édifier le futur à travers des récits des événements qu'ils ont vécus. Et la vie n'a de sens qu'en se basant sur ce que les autres ont vécu pour pouvoir avancer sereinement, ne plus tomber dans des pièges dans lesquels les aînés sont tombés. Ailleurs, le conte est souvent une expérience individuelle, enfermée dans les pages d'un livre ou dans la solitude d'une lecture. Mais ici, en Afrique, il se vit autrement. Pour exécuter les ordres du roi. Sous la lumière des lanternes ou de la lune, des visages se rassemblent et une voix s'élève, celle du conteur. Peu de temps après, tombe net au sol. Nos mots, nos syllabes, les onomatopées que nous formons en Afrique sont toujours de valeur parce que, étant habitués à l'art de l'oralité, toutes ces choses ont un sens et des significations qui, même métaphysiquement, portent l'humain. Quand nous disons un mot en Afrique, ce n'est pas la même chose que quand on dit un mot en Europe. Quand nous disons un mot en Afrique, c'est constitué de syllabes qui ont toutes leurs valeurs, leur pesant d'or, même spirituel. Que ce soit les sons, que ce soit les mots, que ce soit les phrases en Afrique, ça a tout un sens. À travers les animaux rusés, les héros courageux ou les épreuves symboliques, le conte transmet des leçons universelles. Bien avant les livres et les écrans, le conte était déjà le cœur battant des sociétés africaines. Il permettait de comprendre le monde, d'éduquer les enfants et de rappeler aux adultes les valeurs essentielles de la vie. Dans cet espace, le conte n'est pas seulement un divertissement, il est une mémoire, une école de sagesse et un lien social. Aujourd'hui encore, malgré les transformations du monde moderne, cette tradition continue de vivre. Nous avons des sociétés en évolution et que aussi notre culture est caractérisée par sa multidimensionnalité, mais aussi sur son ouverture sur le monde, ou du moins caractérisée par son ouverture sur le monde, eh bien, nous sommes bien obligés de nous adapter à ce qui arrive. Et quand vous êtes dynamique, quand vous avez la science de la profusion, que vous avez le sens du discernement, et surtout quand vous maîtrisez votre domaine, vous pouvez vous inspirer de cette source-là qu'est l'intelligence artificielle. Dans les villages comme dans les villes, le conte africain demeure un patrimoine immatériel précieux, une identité qui se raconte et se partage. Et lorsque le feu s'éteint, les paroles, elles, continuent de voyager. Monsieur Anator, bonjour à vous. Bonjour, madame. Bon, on vous reçoit encore sur ce plateau et dites-nous déjà quelle place occupe aujourd'hui le conte africain dans nos sociétés. Je vous remercie pour l'honneur. Et je peux dire, et ça, je le dis du fond du cœur, oui. Le conte a été, est et sera la plus grande école. La plus grande école parce que c'est encore là que la sagesse en partage. C'est encore avec le conte que les proverbes ont encore toute leur valeur. C'est encore avec le conte que le public qui est convié pour suivre le conte est très ensemble.
Et là, il y a la convivialité, il y a le pardon, parce qu'on peut se piétiner et on peut se pardonner. Et c'est un résumé de ce qui se passe dans la vie réelle, en fait. Parce que si nous manquons de tolérance aujourd'hui, c'est parce que ces moments de convivialité ensemble autour du feu aussi nous manquent. Et moi, j'ai comme habitude de faire en sorte que quand le public arrive dans mes spectacles, que les postures diffèrent. Qu'on ne soit plus forcément sur des chaises, qu'on vienne sur des nattes, qu'on se mette ensemble, et même les autorités. Et ils adorent bien, ils veulent bien revenir là, et ça donne aussi une chaleur humaine qu'on ne voit pas partout. Donc le conte demeure cet instant magique. C'est pour ça que pour la plupart du temps, quand on voit un artiste dans un événement, on dit « Ah, voilà, le conteur, il est là, viens nous raconter une histoire », il se lève, il raconte. Je dis « Non, il y a quelque chose qui sonne faux parce qu'il y a tout un univers. » Vous savez, nous sommes en Afrique et les gestes, les symboles, les objets, et le costume, tout ça, ça rentre dans l'univers du conte. Et quand le conteur, il est dans son univers, il est dans son topo, il y a un égrégore qui est développé. Le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quelque chose, une énergie qui circule, qui n'est pas la même que l'énergie ordinaire que nous vivons au premier degré. Ceci dit, le conte est et demeure la plus grande école de sagesse. Est-ce qu'on peut dire déjà que le conte a une fonction éducative? Ah oui, naturellement. Et en temps, quand il n'y avait pas les 4 murs de l'école que nous vivons aujourd'hui, c'est d'abord les conteurs qui étaient les enseignants, les éducateurs de la société. Et même quand l'école formelle est arrivée, avant que je dirais les écoles normales ne forment des enseignants pour aller dans les classes, c'était d'abord les conteurs qui ont été sollicités pour aller en classe. Ça veut tout dire. Ça signifie que notre base éducative se repose sur le conte. Et au-delà de la fonction éducative, quelles sont les autres fonctions du conte? D'abord, une fonction ludique. Une fonction ludique parce que quand vous écoutez du conte, ça vous emporte, ça vous transporte. Et il y a la fonction sociale forte, dont je viens de parler. Le conte nous socialise. Et le conte est aussi un tremplin de sagesse. Et la sagesse, pour moi, ça va un tout petit peu au-delà de l'éducation classique parce que ça nous plonge dans des racines patrimoniales qui sont je dirais, des panels qui nous sont ouverts par des gens qui ont vécu largement avant nous, c'est-à-dire que nos aïeux carrément, et qui laissent des traces que nous allons arpenter aujourd'hui. Donc, c'est sur ça que nous nous basons pour porter l'éducation. Donc, ça a une valeur qui va un tout petit peu au-delà de la valeur éducative. Aujourd'hui, avec la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le conte africain est en voie de disparition? Non, fort heureusement, vous avez dit l'impression. C'est maintenant que le conte africain va s'installer. Et comment? Et parce que, je donne un exemple simple. Quand je prends aujourd'hui une histoire que je veux raconter, quand je finis de l'écrire par moi-même, je l'envoie à l'intelligence artificielle. Je lui dis, voilà ce que moi j'ai écrit, apporte-moi quelques proverbes peut-être qui m'ont échappé ou que toi tu connais. Et puis, on cause. Et il me ressort quelque chose, je relis, je revois ce que j'avais fait, je dis, tiens, il m'a apporté ce qui n'est pas mal, et il a d'autres choses que je peux élarguer. Donc, il y a un nouveau dialogue avec un partenaire, tout seul. Donc, à l'aide du tout numérique, il faut juste s'adapter. Il faut s'adapter et il faut surtout pas laisser le travail. C'est-à-dire que ça va servir de levier. Ce que tu peux faire en 2 mois, tu peux plutôt le faire en 1 semaine. Mais ça ne veut pas dire que le travail que tu vas faire n'est plus là. Il faut que tu fasses d'abord ton travail, tu l'interroges et qu'il t'aide et que tu puisses améliorer ton travail avec, tout simplement. Et que faire alors pour intéresser la jeune génération? Nous, on a connu le conte autour du feu, mais aujourd'hui, les enfants ne connaissent plus ça. Ils ne connaissent pas ça. C'est notre faute quelque part. Ils n'ont pas refusé ça. Si on leur apporte ça, non, ils n'ont pas refusé. Si on leur apporte ça avec les ingrédients qu'il faut, parce que c'est les enfants qui sont aujourd'hui tête baissée, qui sont intéressés par des choses très, très pétillantes comme ça. Si nous-mêmes nous venons avec quoi? C'est pour ça qu'il faut être inventif et créatif. Il faut créer des outils innovants. Par exemple, moi, je travaille sur la calebasse de grand-père, je travaille sur Koloboto compteur, des choses qui vont venir et qui vont venir avec l'Internet. Parce qu'il y a à l'intérieur, il y aura du Wi-Fi, et voilà. Donc, ça fait qu'ils vont venir pour se connecter et avant qu'ils ne se connectent, vous dites, bah, écoutez, je vous raconte une petite histoire. Et ça peut les amener maintenant à quitter là et aller autour du feu. Donc, c'est de revoir le format, de revoir la médiation. Comment est-ce que nous portons cette discipline artistique vers le public? Comment est-ce que nous portons le conte
l'art oratoire vers le public. Est-ce qu'à la l'école, médiation qu'il faut on a revoir. également aujourd'hui les contes et autres? Oui, à l'école d'ailleurs, le conte est institué au cours primaire. Le conte est au programme, seulement que c'est lu. C'est ça, en voilà, fait. donc c'est lu et donc il faut que l'État, un peu comme il y a les classes culturelles aujourd'hui, il faut qu'au niveau primaire, par exemple, puisque le conte est déjà au programme au primaire, qu'on ait des conteurs qui aillent en live raconter du conte et qu'on fasse aussi des classes de conte, des écoles du soir et tout, pour que un mercredi soir ou un vendredi soir, comme ça se fait pour les classes culturelles, que les apprenants, les jeunes apprenants soient autour de leurs encadreurs pour pouvoir distiller du conte et apprendre et aussi dire. Et ça va aussi aider leur oratoire dès le bas âge. Donc je crois que tout est ouvert. Est-ce que vous avez d'autres propositions pour sauvegarder ce patrimoine immatériel? Oui, c'est déjà de développer des espaces culturels comme à Djuroué. S'il n'y a pas d'autres initiatives, ben pourquoi ne pas créer des Adjuroué dans tous les départements du Bénin? Adjuroué, c'est le village du conte, c'est ce que je porte. C'est le centre d'excellence qui travaille sur le patrimoine oral. Nous avons 15 ans d'existence. Nous continuons de tenir, vaille que vaille. Même le fonctionnement est difficile, mais quand les projets viennent, ça vient en appoint. Donc c'est de développer des espaces culturels comme ça dans les départements pour permettre à ce que les gens viennent se ressourcer. Parce que c'est des espaces vivants. Quand vous venez dans un espace de conte comme le mien, ben, vous ne venez pas pour lire en l'air et pour vous. Non, vous venez voir du concret. Vous pouvez toucher un tambour. Vous pouvez raconter des histoires. Vous pouvez dire une anecdote. Vous pouvez aller poser votre voix quelque part qui va rester pour l'éternité. Donc, c'est tout un univers. Donc, on développe déjà ces centres-là et qu'on travaille aussi à faire en sorte que le conte, les arts oratoires, soient un tout petit peu dissociés des arts dramatiques. Moi, je suis comédien à la base, mais pourtant, ça ne m'a jamais empêché d'aller titiller l'art oratoire pour apporter la quintessence que ça apporte, puisque même dans des pièces de théâtre, il y a des séquences de contes qui se jouent. Mais donc, le mélange qui fait qu'aujourd'hui, l'art oratoire est totalement caché sous l'art dramatique, fait qu'il n'est pas en vue. Et quand vous allez dans les villages aujourd'hui, vous dites Adjurouaï, vous dites conte, on dit raconte. Donc le conte existe encore. C'est seulement dans les villes que ça a l'impression d'être en train de disparaître. Seulement qu'il faut encourager des gens comme nous qui faisons dans ce patrimoine des jeunes conteurs qui font beaucoup. J'en ai vu à l'écran là, qui sont très pétillants et des jeunes qui viennent. Aujourd'hui, je travaille sur une pépinière de 17 femmes qui portent l'art oratoire. Hier, il y avait quelqu'un qui était venu en reportage chez nous. Il était subjugué parce qu'il a vu des dames qui racontaient comme pas possible. Dirais, mais est-ce que c'est au Bénin? Est-ce que ce travail se fait ici? Bien sûr, c'est bien ici. Donc, il faut qu'on nous accompagne aussi. On le fait déjà, qu'on le fasse davantage parce que tant que la marche continue, le balancement des bras ne s'arrêtera jamais. Voilà. Sacré fidèle Anator, alias le baobab, n'est-ce pas? Et vous voyagez beaucoup avec le conte africain. Bien sûr. Et autres, mais c'est très apprécié ce que vous faites. Et évidemment, parce que nous avons quelque chose de particulier. Je le disais pendant l'émission tout à l'heure, l'Afrique est porteuse de valeurs intrinsèques et qui est assise sur de la spiritualité. Et c'est la spiritualité vaudou qui nous apporte ça. Le couvent et disons, je vais revenir encore sur ce mot, l'égrégore que ça développe. Il y a une énergie, une vibration. Voilà. Cette vibration africaine est recherchée. C'est comme, on peut dire, un produit est made in tel endroit. La vibration africaine n'existe pratiquement pas dans les autres continents. Et cette vibration, nous sommes le berceau de l'humanité, cette vibration qui est l'énergie du premier matin, ça manque aux autres nations. Donc quand nous arrivons, nous venons avec ça. Surtout quand quelqu'un comme moi, j'ai des grands-parents qui sont compositeurs, qui sont chanteurs, qui sont percussionnistes. Donc je ne suis pas sorti de nulle part. Donc c'est cet univers qui me porte. Donc quand c'est quelqu'un comme moi, quand je viens, quand j'ouvre la bouche, ça vibre tout de suite. Et les gens, ils adorent. Donc, quand je vais dans un endroit, il faut qu'on me rappelle ailleurs. Des fois, je suis seul africain, dans des formations, je transmets par moment, dans des universités, je transmets, dans des écoles, je vais transmettre, dans des conservatoires, on m'invite. Il faut former d'autres conteurs. Évidemment, c'est à ça que je m'attelle depuis à peu près 10 années. Et on veut vous voir plus dans les écoles. Oui. On veut vous voir plus dans les écoles. Vous n'y allez pas très souvent. Hein? Si. Moi, d'abord, j'ai commencé par les écoles et j'ai donné beaucoup de spectacles dans les écoles, tant en humour qu'en conte. Et c'est ça qui m'a fait. C'est avec ça, c'est avec les sous que je gagnais dans les écoles que je me formais, que je suis allé moi-même à l'école au Burkina Faso, aidé par certains aînés, le maire Lucas Tropo, Aloubindine, tout ce beau monde-là m'a aidé. Mais la base, la souche financière, je la tirais de l'école. Et comment on devient alors conteur? Parce que vous avez dit, déjà dès l'enfance, votre univers est déjà façonné. Oui. Comment on devient conteur? On devient conteur en apprenant.
en apprenant les contes. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par apprendre l'art oratoire, on apprend la présence. Maintenant, on apprend des techniques oratoires qui vous permettent d'avoir la visualisation, l'hypnotisme du public, le rapport de jeu avec les autres. Donc, c'est tout un travail qui se fait et c'est une école, eh bien, il faut développer des curricula, des formations pour y arriver. Et c'est à cela que nous nous accueillons. Quand on était plus jeune, quand on dit le conte, souvent, c'est à la tombée de l'année ou bien pendant l'année. Oui. Est-ce que ça a changé avec le temps? Parce que je me rappelle, des fois, quand vous commencez, on nous demandait d'enlever une mèche de cheveux ou bien on enlève... Donc, vous comprenez que c'est fait pour. C'est-à-dire que si on ne dit pas des contes en plein jour, mais quand on veut dire des contes en plein jour, on fait quelque chose pour dire quand même. Donc finalement, on dit des contes en plein jour. En tout cas, nous, on n'a pas de moment. On a pris tous les moments. Le conte a arraché tous les moments. On dit les contes à tout moment. Est-ce que Fidèle a quelque chose à nous conter ce matin? Oh là là. Une histoire. Vous en avez hein, beaucoup dans votre... Ogoyoyo, goyoyo, goane, ogoyoyo. Okwegbe sima, hando igoane, ogoyoyo, akijeba, akmakpo. No vodun ye hwe hun pa mendi e homi hwe hun si e hwe hun kwegbe baya no fwe o kusile. Ure ede, vodun ye hwe pa mendi e mi hwe. Ye hwe si e hwe hun kwegbe baya no fwe ime agbe me kusile. Ure ede. Il y a longtemps, Feu et Pluie étaient deux beaux jeunes hommes qui se disputaient farouchement la main de la plus belle fille du royaume. Ils se disputaient tant et tant que la rumeur publique ne bavardait que de ça, et patati, et patata, et patati. La rumeur enflait de jour en jour et devenait de plus en plus assourdissante, au point d'en arriver jusqu'aux oreilles du roi. Le scandale doit cesser, dit-il. Il convoqua sur le champ Feu, Pluie sans oublier la jeune fille. Dans 9 jours, revenez me voir. J'aurai la manière de vous rendre paisible, car je saurai vous dire qui de feu ou de pluie épousera cette jeune fille. Enfin, le 9e jour arriva. Feu, pour l'occasion, avait revêtu un boubou flambant neuf, des plus éclatants, des plus ardents, et sur son chemin, il incendiait et ravageait tout ce qui était inflammable. Pluie, quant à elle, arriva. Feu arriva rageant, rongeant, et Pluie, tout simplement, ôta sa fine étole noire. Des trompes d'eau se déversèrent sur Feu, qui s'éteignit tout penaud. C'est ainsi que Pluie prit femme, et depuis lors, Pluie est plus fort que Feu, et l'éteint. En chacun de nous cohabitent ces feux et pluie. Nous devons toujours doser, savoir faire prédominer pluie sur feu pour que règne la paix dans le monde. Merci. Et bravo. Le public de la matinale vous dit merci. Merci. Merci beaucoup bien compté. Merci, merci à vous aussi. Rachida, ce sera tout pour aujourd'hui. Oui. On a fini de compter. Allez, fidèle Anatole, vous le savez, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur la matinale. Vous revenez quand vous voulez, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup, excellente journée à vous. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Merci. Et la matinale se poursuit à présent. L'actualité ne s'écrit pas que dans les contes, elle s'écrit aussi à travers la politique. Voici pour vous Instant Politique. Bienvenue dans Instant Politique du jour. L'élection de Robial Wadaï, vous le savez, est désormais derrière nous, mais elle laisse une opposition plus que jamais fragilisée entre division interne et repositionnement stratégique. Alors aujourd'hui, une question s'impose. Que reste-t-il de l'opposition béninoise? A-t-elle encore un cap ou est-elle en train de se dissoudre? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Antoine Guédou, président du parti GSR. Antoine Guédou, bonjour. Bonjour, Madame Mamabia. Merci d'être avec nous sur Instant Politique. Oui, je voudrais compléter celui qui est parti pour venir vous présenter le symbole de la sagesse chez nous, la canne. Merci. Merci, Antoine Guédou. Alors, je le disais dans l'introduction, l'élection est passée. Elle est maintenant derrière nous. Alors aujourd'hui, où vous situez-vous personnellement, Antoine Guédou? Opposition ou soutien au pouvoir? Nous sommes au carrefour. Nous sommes au carrefour parce que, vous savez, c'est quoi opposition? L'opposition, c'est un parti régulièrement constitué
qui a fait une déclaration devant son organe avisé, son organe compétent, pour dire ce qui se passe là, moi je veux être de l'opposition à tel régime. Nous l'avions fait. Et nous avions dit que nous étions de l'opposition au régime du président Patrice Talon. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de partir, pour ne pas dire il est parti, et je ne sais pas s'il est encore aujourd'hui d'actualité de parler d'opposition. On ne force pas une porte ouverte. Il est déjà parti. Nous devons tourner la page. Et celui qui est arrivé, je ne dirais pas, c'est ceux qui arrivent, nous avons pris leur projet de société. Clairement, vous êtes aujourd'hui en soutien au pouvoir. Le pouvoir n'est pas encore là, il n'a pas prêté serment. Le pouvoir n'est pas encore là. C'est pourquoi vous avez dit que nous sommes au carrefour. Mais il est élu. Il est élu. Oui. Mais il n'est pas encore investi, mais il est élu. C'est formaliste. Il reste les autres formalités. Et c'est quand il aura fini tout ça là que nous allons dire... Vous ne savez pas encore si oui ou non, vous représentez toujours une alternative, non? Alternative? Oui. Quelle alternative aujourd'hui? D'accord. Non. Il faudrait que l'autre... C'est vrai que nous avons lu son projet de société. C'est vrai que nous avons lu à travers son CV, son parcours académique et professionnel. C'est vrai que nous l'avons vu dans tout son calme par rapport à ceux qui, aux nombreux candidats, à ce que nous appelons dans ma langue enfant, Wagbemi, Wagbemi. Nous l'avons vu. Mais ça ne suffit pas. Chez moi, en bon fond, on dit « Lidomletin, wiwamletin ». Ce n'est pas parce que vous avez dit que déjà c'est réalisé. Donc on attend de voir avant de dire... Donc à cette question, pas de réponse précise pour l'heure. Il n'y a pas l'heure. de réponse à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il faut le voir à l'œuvre. Voilà. Et justement, vous aviez appelé à voter pour... vous avez appelé à soutenir Romuald Wadaï. Avec le recul, vous assumez toujours? Pleinement. Déjà, avant d'appeler à voter pour Romuald Wadaï, j'avais été invité par un collègue de l'opposition, M. Ahossi, à l'accompagner à la sortie des enseignants ambassadeurs de Wadaï pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. J'y ai assisté. Et déjà là, j'ai dit que l'opposition, nous ne la faisons pas pour nous-mêmes, nous la faisons pour le peuple. Et que aujourd'hui, nous devons changer de cap. Voilà. Le président Wadaï est arrivé. Nous n'avons rien contre lui. Il n'a rien fait qui nous ait choqués pour qu'on dise qu'on est de l'opposition à Wadaï. Il faut le voir faire. L'opposition, ça ne se décrète pas. C'est une conviction qui se forge en soi. Voilà. Mais on a quand même, j'ai un peu du mal, hein, Antoine Guédou. Oui. À l'heure actuelle, le GSR est-il un parti de l'opposition ou pas? Est-il toujours un parti de l'opposition? Opposition par rapport au président Talon, c'est formel, parce qu'il n'a pas fini. Mais opposition à Wadaï, non. Nous n'avons de matière. D'accord. Nous n'avons pas de matière. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il existe encore une opposition au Bénin radicale? En principe, il ne devrait pas exister d'opposition à cette date. Simplement parce que nous avons dit opposition à un moment donné. Mais celui qui incarnait notre adversaire, notre adversité, si vous voulez, n'est plus là. On ne force pas une porte ouverte. Il n'est presque plus là. Mais on est dans un système qui continue. C'est une continuité avec Romuald Wadaï. Vous savez, l'administration même est continuité. Et quand vous parlez de dauphin, je ne suis pas sûr que votre propre enfant soit prêt à faire tout ce que vous lui demandez. Donc,
On ne dit pas qu'il faut tout reprendre, mais il y a fondamentalement des choses à corriger. Et le candidat Romuald Wadaï a fait des promesses qui nous ont rassurés. Dites-moi, vous-même, quand vous voyez aujourd'hui Romuald Wadaï embrasser chaleureusement Éric Mouneté, quand vous me voyez, moi, embrasser chaleureusement l'ex-maire de Boycon et actuel maire de Cotonou il n'y a pas longtemps, Luc Atropo, je vous l'ai dit, ça ne vous fait pas plaisir, vous ne voyez pas que la nation avance. Nous, déjà, à notre création, compte tenu de tout ce que nous avons vu à la conférence nationale et de ce que le président Soglo et le président Mathieu Kérékou ont ajouté, nous avons dit qu'il nous faut une grande solidarité républicaine. Et en fond, nous avons dit la main dans la main, parce que c'est dans la main que nous pouvons construire ce pays. Si, entre-temps, il y a eu une parenthèse qui n'a pas permis d'avoir, de réaliser cette ambition, aujourd'hui, nous devons être heureux. Nous devons être heureux et féliciter quand même le président Patrice Talon sur ce point-là, précisément, pour avoir donné un candidat qui emporte le consensus. Et par la même occasion, demander aux résidus d'opposition qui restent d'arrêter en attendant. Nous estimons que le président Wadaï ne va pas décevoir. Et c'est pourquoi nous allons faire un appel pour demander au président Talon et au président Wadaï d'apporter leur touche à l'élan de réconciliation nationale en cours. Et quand je dis apporter la touche, tous deux savent de quoi je parle. Mais avant d'en venir à ce sujet précis, qu'est-ce qu'il propose, le président élu actuellement, qui vous a séduit au point que, voilà, vous ayez appelé à le soutenir? Écoutez, beaucoup de choses, mais nous allons parler de l'essentiel. Oui. Vous savez, pendant tout le temps, nous avons voulu que tous les fils du pays se mettent ensemble pour développer ce pays. C'est la préoccupation majeure, ça a été la préoccupation majeure de l'opposition les 10 années passées. Mais dès que nous lisons son projet de société, où il met déjà en titre, si nous restons ensemble, nous irons plus loin. Ça vous parle, forcément. Ça ne peut que se dire, ça ne peut que nous interpeller. Et puis, il a ajouté, en prenant un certain nombre d'engagements, de corriger certaines choses, d'aider à oublier certains souvenirs. Alors, vous comprenez que nous n'aurons d'autre choix que de le suivre, parce que l'opposition que nous la faisons pour le peuple, pour le bonheur du peuple. Et si ce que nous demandions hier, quelqu'un vient aujourd'hui pour dire « Ah, bon, voilà, et je vais faire, je vais vous satisfaire dans la mesure du possible ». Vous ne croyez pas, vous, qu'il faut l'applaudir? Nous pensons oui. Ça nous a séduit. Et nous avons dit que nous allons le soutenir. Et nous avons fait une campagne à fond pour qu'il passe. Les résultats sont là aujourd'hui pour tous ceux qui l'ont rejoint après. Vous voyez, les législatives et les communales, malgré que ce soit des élections de proximité, on n'a eu que 36%. Alors ça ne vous étonne pas que pour... la présidentielle? Oui, je veux parler de taux de participation quand on parle de 36%. Ça ne vous étonne pas que pour la présidentielle, où le candidat est très loin de tout le monde pratiquement, on passe à 65%. C'est un exploit, ça. Et il n'est pas exagéré d'appeler les présidents entrants et sortants à y apporter leur touche. Alors ce matin, sur le plateau de la matinale, vous dites qu'il faut que l'opposition se calme d'abord. Oui. Je l'avais déjà dit un peu avant, lorsqu'on a voté la nouvelle Constitution, et on a parlé de trêve. J'ai dit la trêve va se décréter toute seule.
On n'a pas besoin de mettre ça dans un test, c'est de trop. Voilà. Et quand aujourd'hui vous observez la crise au sein du parti Les Démocrates, quelle appréciation vous faites de cette division interne qui... Vous savez, il n'y a pas de maison où il n'y a pas de brebis galeuses. Moi, je vais simplement les appeler parce que ce n'est pas gentil de faire tout ça là hier pour ça. Je dis tout ça là hier pour ça. Vous les avez vus ensemble. Vous les avez vus ensemble. Aujourd'hui, il faut que chacun range sa hache de guerre et qu'ils discutent. Ils n'avaient même pas besoin de tribunal pour ça. Mais si c'est ça qui s'impose, même après le tribunal, il faut qu'ils se voient et qu'ils se parlent. Il faut qu'ils se voient et qu'ils se parlent. Parce que je ne suis pas sûr que la décision du tribunal va effacer les convictions que chacun avait hier. Donc, s'ils sont sur la même longueur d'onde, ils doivent se parler pour au moins des concertations utiles pour le peuple. Quand vous voyez aujourd'hui ce déchirement, est-ce que cela vous conforte dans votre position d'avoir choisi de soutenir le président actuel? Déchirement. Ce déchirement au sein du Parti Les Démocrates. Même les animaux se battent encore moins, les jumeaux se battent. Moi, je n'exagère rien. Ça peut revenir à la normale. L'essentiel est que chacun en tire le son. C'est ce qui est important. Mais ça n'a rien à voir avec mon soutien avec le président Wadaï. Et un peu avant ça, sinon le parti Grande Solidarité Républicaine s'est retiré du cadre de concertation de l'opposition. Parce que ce que vous avez lu dehors avec les démocrates, ils l'ont amené aussi au sein du cadre de concertation de l'opposition. C'est parce que là, on estime que bon, il faut régler les choses dans la tranquillité, la tête froide. Il s'est passé quoi, dites-nous? Non, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Je ne suis pas venu en politique au temps de, comment dirais-je, de la conférence nationale. Encore moins au temps de la rupture. Ce n'est pas nécessaire. Mais entre nous, nous pouvons nous en parler. On peut en parler. Donc, mais on n'a pas mis du feu dans la maison. Chacun s'est retiré tranquillement pour ceux qui veulent se retirer. Il y a des gens qui sont habitués au tapage, ils ont fait le tapage après leur retrait. Nous avons dit non, ce qui se passe ne nous honore pas. Nous allons nous retirer parce que nous avons eu beaucoup de patience, ça ne se calme pas, ça s'aggrave et nous sommes retirés. Donc, que nous venions soutenir le président Wadaï après, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez les démocrates. Vous vous repositionnez d'une certaine manière. Vous savez, je vais vous dire, c'est mon feu oncle Georges Guédou qui a l'habitude de me dire l'opposition n'est pas une carrière. L'opposition doit s'adapter aux circonstances dès lors que ce pourquoi elle se bat se réalise. Aujourd'hui, je dis, c'est en voie de se réaliser. En attendant d'aviser. Vous faites bien de rectifier, parce que le président n'est qu'élu, il a un projet de société qui n'a même pas encore mis en œuvre. Je vous l'ai dit dès le départ. Ouais. Je vous ai dit, nous attendons la mise en œuvre. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Mais n'empêche, à partir du moment où il est d'une certaine qualité intellectuelle et professionnelle, sa parole devrait être sacrée. Maintenant, s'il fait autre chose après, nous allons tous constater. Et chacun prendra ses responsabilités. Mais je crois quand même qu'il ne fera pas autre chose. Pour avoir connu Nestor Wadaï. Vous lui faites si tant confiance? Vous lui donnez autant de crédit? Qui? Je donne du crédit à Nestor Wadaï. Il a été d'ailleurs mon professeur de statistique en deuxième année à l'UAC. Donc, je ne crois pas, sauf exception, je ne crois pas que son fils soit très loin de là. Tout ça là, on dit, bon,
faisons. On verra ce que ça va donner. Voilà. Que faites-vous alors de la conviction politique? La conviction politique, c'est ça, d'ailleurs. La conviction politique, c'est qu'il faut travailler pour le peuple. C'est nous, notre cas. Nous sommes sociodémocrates. C'est le peuple, avant les partis politiques. Donc, si nous travaillons pour le peuple et que nous obtenons ce que nous voulons pour le peuple, c'est tant mieux. Est-ce que c'est réellement le peuple ou c'est pour vous-même? Quand on retourne sa veste... Qu'est-ce que vous appelez retourner la veste? Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Vous étiez hier, il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'opposition. Aujourd'hui, oui? Madame, il vous est arrivé de quitter le mariage une fois? Non, c'est une question que je vous pose. Si vous êtes dans un mariage... Ici, c'est moi qui pose les questions. Oh là là. Et la thématique, on ne parle pas du mariage. Antoine Guédou, vous faites un jeu de mots non, ce matin. Non, pas un jeu de mots. Si vous êtes dans un exercice avec des formules précises, et vous voyez que ça ne marche pas, pourquoi voulez-vous continuer comme un fou? D'accord. Non, on ne peut pas continuer. C'est pourquoi je dis, l'opposition même doit s'adapter. Elle ne doit pas être carrée. D'accord. Parce que finalement, vous dites, nous voulons du bien pour le peuple. Le peuple, on ne vous l'a pas vendu. Ce n'est pas vous le peuple. Et si vous faites attention, lorsque moi j'ai été voté, j'ai dit que j'appelle tout le monde à faire comme moi, sans priver les voix dissidentes de leur droit de boycott. Chacun fait son option. Et de laisser le peuple trancher. C'est ça l'opposition même, la démocratie, c'est ça. C'est le peuple qui tranche. Aujourd'hui, le peuple a tranché. Et si vous dites que vous êtes avec le peuple et que le peuple tranche, vous êtes obligé... Votre conviction personnelle ne compte plus beaucoup. Très bien. Alors aujourd'hui, à l'heure de la trêve, quelle posture, Antoine Guédou, quelle posture l'opposition doit adopter? Se réinventer ou disparaître? Et cette histoire de trêve-là, à vous avouer, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne comprends pas le contenu. Ah oui? Ah oui. Je ne comprends pas. Parce qu'on ne peut pas dire que les partis politiques vont animer la vie publique et en même temps demander aux partis politiques d'observer une trêve. Il va falloir abroger cette disposition d'abord. Et la trêve, comment ça va se passer? Quand on nous a dit, dans la charte des partis politiques, et on nous a même poursuivis pour ça, il y avait des contrôles, des inspections régulières de la Sénat pour voir si nous respectons nos obligations. Entre autres, avoir un siège dans tous les départements. Vous suivez? Oui. Avoir des structures dans tous les départements, rien qu'à prendre le siège. Si vous voulez un siège dans un département aujourd'hui, digne du nom, c'est au moins 50 000 le mois. Et quand vous prenez 12, ça fait 600 000. Tout ça là deviendra quoi par rapport à la trêve? Il reste des choses à creuser. Heureusement que la Constitution qui a instauré cette trêve-là même a dit que le pouvoir et l'opposition vont se concerter sous l'égide du Sénat pour sa mise en œuvre. Donc rien n'est encore perdu. Et ceux qui ne comprennent pas, comme moi, vont attendre de comprendre. Mais j'ai la conviction que mon parti et moi, nous avons choisi ce qu'il faut pour le peuple. Et tout à l'heure, je vous ai vu faire passer Romia Douadaï. Je ne sais pas si c'est une coïncidence qu'il soit en bleu comme moi, mais ça m'a fait plaisir. D'accord. Voilà. Merci Antoine Guédou. On comprend ce matin que désormais il faudra vous voir, non pas comme un opposant, mais comme un allié. Un allié de Romia Douadaï. Je fais toujours cette précision-là. Le président Patrice n'a pas terminé. Patrice Talon, il termine le 24 mai. Pour le moment, nous restons opposants. D'accord. À lui. Mais pas à Romia Douadaï parce que nous n'avons pas de raison de le faire. Voilà. Avant le 24 mai, vous êtes opposant. Après le 24 mai, vous devenez un allié. Nous sommes aujourd'hui un allié informel de Ouadaï. Mais nous le serons formellement à partir du 24.
Merci Antoine Guédou. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. On comprend qu'on a une opposition, c'est vrai, qui doute aujourd'hui. Une opposition qui se divise et parfois même qui se rapproche du pouvoir, un peu comme le GSR. Que l'opposition se divise. C'est normal, c'est le cours normal des choses. On ne peut pas avoir de l'unanimisme. Chacun a sa position. Il s'agit simplement de discuter et de trouver la voie. Quand vous regardez un peu ce qui se passe au sein du Parti Les Démocrates, vous en êtes fiers, vous Qu'est-ce qui se passe? Cette division interne. Madame, vous avez appris qu'un homme est enceinte là-bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est en Mondovision, on le sait. On le lit dans les médias. N'exagérons rien. Là où il y a des humains, il y a toujours de petits problèmes. L'essentiel est que chacun fasse l'effort de ne pas exagérer les problèmes et que vraiment tout le monde sentit à bon compte que le peuple qu'on défend avec autant d'ardeur ne soit pas déçu. D'accord. La recomposition est en marche. Il y a eu une recomposition en France, sous Macron. Vous l'avez vu. Il y en a eu plusieurs fois sous Abdou Diouf, avec Ouad. Il y en a eu plusieurs fois ici même au Bénin. Vous avez vu le président Bruno Amoussou et le président Hongwedi, alors que moi j'étais à la Renaissance du Bénin, étaient des opposants de Kérékou. Mais, contre toute attente, les deux ont soutenu Kérékou. Ce n'est pas la première fois. N'exagérons rien. Si quelqu'un connaît l'histoire politique du Bénin et de certains pays. On n'exagère pas, on questionne juste les faits. Non, j'ai dit n'exagérons pas. Je n'ai pas dit que vous exagérez, madame. Je n'oserais même pas. Merci Antoine Guédou, ce sera tout. Opposition béninoise se réinventer ou disparaître? La réponse sera... Je vous pose la question. On ne veut pas disparaître. Ce sera donc se réinventer. On se réinvente pour le bonheur du peuple. Et on parle de la bilharziose et des vers intestinaux. Et Heureuse d'Anandé nous apprend ce matin qu'une campagne de traitement est lancée, est prévue pour se tenir du 26 au... Du 27 au 29 avril. Bien sûr, voilà. bien sûr. Bonjour Heureuse. Bonjour Rachida. On se retrouve sur la matinale. Exactement. N'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez très bien chez vous, sans bilharziose et sans vers intestinaux. En tout cas, le ministère de la Santé a lancé cette campagne de traitement-là parce que c'est deux maladies silencieuses qui continuent de freiner je dirais, la croissance et la réussite scolaire de nos enfants. Donc, nous allons vous inviter à suivre ce petit élément de Ariane Da Silva qui nous informe sur cette campagne avant de revenir sur le plateau en discuter plus amplement avec notre invité. La campagne nationale de traitement de masse contre la bilharziose et les vers intestinaux cible les enfants âgés de 5 à 14 ans, qu'ils soient scolarisés ou non, dans 11 départements du pays. La Liborie, la Takora, l'Atlantique, le Borgo, le Koufo, les collines, la Donga, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou. Ces enfants vont recevoir gratuitement des médicaments destinés à les protéger contre ces deux maladies parasitaires. La distribution se fera dans les établissements scolaires pour les élèves et au sein des communautés pour les enfants non scolarisés. La bilharziose et les infections dues aux vers intestinaux constituent un frein au développement des enfants et à leur rendement scolaire. Fatigue chronique, douleurs abdominales, troubles de la croissance ou encore difficultés de concentration en classe. Autant de symptômes qui compromettent leur bien-être et leur performance. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, appelle à la mobilisation de tous les acteurs de l'enseignement primaire et secondaire, des leaders communautaires et des élus locaux pour assurer le succès de cette campagne. Il exhorte également les chefs de ménage et les mères à permettre à leurs enfants de bénéficier du traitement. La campagne nationale de traitement de masse contre la bilharziose et les vers intestinaux se déroule du 27 au 29 avril 2026.
Nous sommes donc avec Dr Aliko Evelyne, médecin de santé publique et membre, je dirais, elle est en service au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Oui. Merci d'être là ce matin. Merci, madame la journaliste. Alors, en quoi consiste concrètement cette campagne? Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Merci beaucoup. Il s'agit essentiellement d'un traitement de masse qui va couvrir les enfants qui sont en âge scolaire, les enfants âgés entre 5 et 14 ans, dans 11 départements sur les 12 que nous comptons, c'est-à-dire tout sauf le littoral. Et pourquoi ça? Parce que nous faisons la bilharziose, on reviendra tout à l'heure, et les géohelminthioses, donc qu'on appelle vers intestinaux. Ce sont des maladies négligées, mais qui affectent nos enfants et pour lesquels le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre les maladies transmissibles, lutte depuis des années. Et la maladie, là, le cycle est lié à des cours d'eau, on va voir surtout pour la bilharziose. Et selon nos études et suivis, on a vu qu'actuellement, la maladie est au niveau de 11 départements. Et dans ces 11 départements, nous avons 76 communes ainsi qui sont endémiques pour lesquelles, mais la prévalence n'est pas au même niveau. Et en fonction de la prévalence dans chacune localité, nous avons des cycles, des tours de passage de cette campagne de traitement de masse. Ok, bien. Pourquoi ces enfants de cette tranche d'âge-là? Vous avez dit 5 à 14 ans. Okay. Pourquoi cette tranche d'âge-là? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur ce que c'est que la schistosomiose. C'est-à-dire? C'est la maladie, la bilharziose, c'est une maladie parasitaire. Et cette maladie, elle est transmise par des parasites, des vers qu'on appelle les schistosomes. Et nous avons deux formes. Nous avons le schistosoma hématobium qui donne une forme urinaire. Et on a la forme qui est la forme intestinale, qui est transmise par le schistosoma, qui est causée par le schistosoma mansoni. Ces maladies sont... Tout ce que vous dites là, ça devient un peu bizarre pour nos parents qui nous suivent là. Exactement. Comment ça se manifeste concrètement? En réalité, c'est une maladie qui se manifeste soit par l'apparition dans la forme urinaire de sang dans les urines des enfants. Ces enfants apparaissent fatigués. Les enfants là sont fatigués. Ces enfants ont un défaut de concentration, ils sont malnutris et lorsque la schistosomiose s'aggrave, la bilharziose s'aggrave, l'enfant peut présenter des signes graves comme le cancer de la vessie. Et chez la femme aussi, on peut avoir, chez l'homme et la femme, ça peut être cause de stérilité. Ça passe silencieux parce que ces signes de gravité assez prononcés ne sont observés qu'à l'âge adulte. Et on en parle peu. On parle beaucoup plus du paludisme, du VIH-Sida parce que c'est des maladies dont on voit les impacts immédiatement. Mais il est très important pour le bien-être des enfants et pour l'avenir du pays qu'on s'y penche. Et depuis plusieurs années, le ministère, le gouvernement mène des actions avec ses partenaires pour pouvoir éliminer cette maladie. Et le Bénin a opté pour l'élimination de cette maladie d'ici 2030. Ah, donc d'ici 4 ans, quoi. Exactement. Et vous êtes sûr qu'on est sur la bonne voie? Nous faisons des efforts pour que le traitement de masse puisse couvrir le maximum de personnes attendues, des cibles, et pour que les communications puissent porter, pour que nous puissions atteindre les objectifs. Parce que vous m'avez demandé pourquoi les enfants de 5 à 14 ans, vous voyez, le parasite, les œufs sont pondus dans les eaux douces. Et ces eaux douces, c'est les étangs, les rivières. Et dans ces étangs, rivières, lacs, nos enfants généralement s'amusent, ils nagent, et souvent dans certaines communautés, pour aller à l'école, ils traversent parfois ces cours d'eau. Et cette maladie, lorsque quelqu'un est infecté, il urine ou fait des selles à proximité ou dans ces eaux. Il y a les œufs là qui sont... contaminent l'eau et les escargots d'eau douce prennent ces œufs. Et à partir de ces escargots d'eau douce qu'on appelle hôtes intermédiaires, nous avons libération des larves. Et lorsque d'autres personnes traversent ces cours d'eau,
ils prennent ils sont contaminés. Les larves passent à travers la paroi cutanée et ils sont contaminés et le cycle continue. Mais avec le praziquantel pour la bilharziose, c'est un médicament sûr, efficace. Donc ce sont des médicaments qui seront administrés aux enfants? Oui, exactement. C'est des médicaments. Ce sera le praziquantel en ce qui concerne la bilharziose et ce sera l'albendazole pour les vers intestinaux. Et le praziquantel et l'albendazole, ce sont des médicaments sûrs qui seront administrés aux enfants, le praziquantel en fonction de la taille de l'enfant. Les enseignants, nous sommes en étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement concernant cette tranche d'âge, c'est-à-dire maternelle et primaire et aussi secondaire professionnelle, pour que tous les enfants aient ces médicaments pour pouvoir être protégés. Vous attendez combien d'enfants scolarisés et non scolarisés? Au total, nous attendons 1 685 000 environ d'enfants dans les localités ciblées. Et les dispositions sont prises pour atteindre ces objectifs-là? Exactement. Depuis ce matin, les enseignants, ils ont été briefés. Notre équipe est passée dans les différents départements pour sensibiliser non seulement les enseignants, mais aussi les relais communautaires et les leaders d'opinion pour que les gens puissent mieux comprendre ce que c'est que ces maladies, pourquoi nous voulons administrer ces médicaments et les avantages que ces médicaments auront, non seulement pour les enfants, mais pour le pays, pour que d'ici 2030, nous puissions dire que nous avons éliminé, qu'on puisse avoir la certification. Et que doit-on faire? On va dans les centres de santé ou c'est une campagne porte-à-porte? OK, cette campagne, elle est scolaire, mais elle n'est pas que scolaire. D'abord, les enfants scolarisés auront les médicaments au niveau des écoles, selon les tranches d'âge. Donc, les formations, les établissements scolaires sont déjà formés. Les ministres ont envoyé les courriers et les médicaments sont déjà à leur niveau. Je ne vous arrête pas, hein. Les établissements scolaires, publics comme privés? Publics comme privés. C'est tous les enfants du Bénin dans la tranche d'âge que nous ciblons. Donc, les médicaments sont disponibles, les enseignants sont formés et les enseignants prendront le soin de donner les médicaments. Ah d'accord, ce sont les enseignants qui veulent administrer ces médicaments aux enfants, ce n'est pas les relais communautaires? Non, au niveau des écoles. D'accord. Parce que nous avons un très bon taux de scolarisation au Bénin. On veut profiter de ce canal pour pouvoir couvrir les enfants scolarisés. Mais on n'a pas laissé les enfants non scolarisés. Comment vous comptez les retrouver? Exactement. Nous avons la chance au Bénin, à travers la politique du gouvernement, d'avoir une bonne politique de santé communautaire. Donc, nous avons aussi utilisé ce canal pour couvrir les enfants non scolarisés, ceux qui sont dans les centres d'apprentissage. C'est eux que les relais communautaires iront dans les maisons, dans les communautés ciblées et leur administrer les médicaments selon leur taille et selon la dose. Mais ces médicaments-là, c'est une question certainement qui pourrait faire hésiter certains parents. Ces médicaments sont-ils sans effet secondaire grave, sinon sans risque pour la santé de ces enfants-là? OK. Je voudrais rassurer tout le monde pour dire que ce sont des médicaments sûrs, contrôlés. L'administration de praziquantel et l'albendazole, c'est des stratégies validées par l'OMS et aussi le ministère de la Santé. Et pour le praziquantel, nous conseillons les parents de bien vouloir faire manger les enfants. C'est un médicament qui doit se prendre après le repas ou au cours du repas. Les enseignants aussi sont informés. Ils devraient s'en assurer. Exactement. Et aussi dans les écoles où il y a la cantine, c'est une très bonne opportunité. Quand les équipes sont passées, ils ont sensibilisé les gens de la cantine et les parents. Et on conseille aux parents, pour les enfants qui ne sont pas scolarisés, de faire manger les enfants. Et aussi, à l'école, les enseignants vont s'assurer que les enfants ont mangé avant de leur administrer le médicament. Le médicament, là, c'est vrai, tout ce que vous avez dit, c'est intéressant. On veut bien accompagner le ministère, mais est-ce qu'il n'y a pas de défi là qui s'impose à vous, surtout par rapport à la mobilisation des enfants, la gestion au niveau du terrain?
Exactement. Nous voudrons passer par ce canal pour pouvoir dire que le plus grand défi, c'est que les gens, généralement, quand on parle de médicaments, et comme c'est une campagne gratuite, les gens hésitent de ne pas hésiter. Il faut que tout le monde se mobilise, que les leaders d'opinion relaient l'information et qu'ils soient rassurés que c'est pour le bien-être de nos enfants, c'est pour un meilleur rendement scolaire, parce que l'enfant malade ne pourra pas aller à l'école et l'enfant qui est scolarisé, c'est une perte. On voudrait que tous les enfants contribuent au développement de notre pays, le Bénin. Parfait. Merci beaucoup, Evelyne Aliko. Vous êtes médecin de santé publique en service au programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Voilà, parfait. Merci. Et la campagne démarre donc aujourd'hui. Aujourd'hui. Sur 2 jours, on va dire, non? 2-3 jours. C'est sur 3 jours. Sur 3 jours, d'accord. Dans les écoles, on a demandé à chaque responsable d'établissement de choisir un jour. Et sur les 3 jours, et dans cette journée, ils vont administrer à tous les enfants. Et ça nous permettra donc c'est juste une fois l'enfant prend ce médicament ou ces médicaments? Juste une fois. D'accord, d'accord. Parfait. Au cours de la campagne. Merci beaucoup. Evelyne Aliko, merci d'être passée sur Bonjour et surtout, merci pour sa disponibilité aussi. À quelle heure on l'a déniché? C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'était hier, de justesse. Merci. On va en profiter pour dire merci à tous ces invités, franchement, qui se rendent disponibles, qui viennent même à la dernière minute. Afin de permettre à la matinale de se tenir, parce que oui, c'est du direct, c'est du live. Et quand c'est du live, il y a des impondérables. Merci, heureuse. Merci, à demain. Merci. À demain. À présent, place au sport avec Hospice Métoli. Tout le sport ce matin, c'est avec Hospice Métoli, le sport qui a signé son retour sur la matinale depuis la semaine passée. Hospice, comment vous allez? Très bien, vous-même? Ça va très bien. Allez, on aurait dû avoir ce matin Blaise Adinko en direct de Aglangandan sur la matinale, mais pour des raisons techniques, on a pu, on ne peut pas le prendre. Et donc on parle, oui? Oui. Premier coup de pédale pour cette 21e édition du Tour cycliste international du Bénin. Exactement. On va dire en griffe la première étape, puisque la première étape réellement c'est à partir de Zainado. Mais parlant du prologue, c'est une course contre la montre, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance pour bien sûr ceux qui doivent concourir ce matin. Ça devait démarrer autour de 7h30 du côté de Aglangandan. Mais avant, le week-end a été très très chargé pour Romed Hazoumé et toute la Fédération béninoise de cyclisme. On démarre par bien sûr cette activité. Il s'agit bien sûr de l'arrivée du président de l'Union cycliste internationale. C'était en soirée d'hier du côté de l'aéroport international de Cotonou. Le Français David Lapartien arrive pour la première fois au Bénin. Il a été accueilli par une forte délégation avec une très belle ambiance au niveau de l'aéroport, ambiance mise en place par l'association des supporters, je vais dire le Conseil national des supporters du Bénin. Il a lâché ses premiers mots au micro, bien sûr, de Fifame Atadedi. On va suivre David Lapartien. Je suis très très heureux parce que c'est la première fois pour moi aujourd'hui d'être au Bénin. J'ai entendu parler depuis longtemps du Tour du Bénin qui prend de l'importance tous les ans sous l'égide de la Fédération béninoise de cyclisme et son président Romuald Hazoumé. Donc moi je suis très très heureux d'être aujourd'hui pour finalement vivre ça et apporter aussi mon soutien à la Fédération béninoise de cyclisme qui fait un excellent travail et qui, on va dire dans la sous-région et même à l'échelle du continent africain, est l'une des plus dynamiques.
Donc, David appartient avec les membres de la Fédération béninoise de cyclisme auront plusieurs activités à faire au cours de cette journée du lundi. Il y a eu également en soirée d'hier sur l'esplanade de l'Amazone la présentation des 11 écuries qui vont participer bien sûr à cette 21e édition. Et là, vous avez à l'image l'équipe A du Bénin parce que le Bénin a présenté 2 formations dont l'équipe World Cola. Là, vous avez l'une des formations à suivre, l'Érythrée, qui a d'ailleurs le meilleur athlète sur le continent actuellement. Il y a le Togo, il y a plein d'autres nations, dont l'Algérie, le Maroc, qui sont sur ce tour depuis bientôt 5 éditions. Donc ça va être une course très disputée avec bien sûr des échappées très très belles. Et on poursuit toujours avec l'actualité sportive et on parle maintenant de 2 fondations, n'est-ce pas, Hospice Métoli, qui s'unissent pour bouter hors du Bénin le paludisme. Et nous sommes au basket. Effectivement, c'est une action conjointe entre Speak Up Africa et IAM Foundation, la fondation du franco-béninois Yann Mahami. Les 2 fondations ont décidé de conjuguer leurs efforts pour porter un même message de sensibilisation et d'impact sur le terrain. À côté de l'ancien joueur de la NBA Yann Mahami, elles ont transformé le lycée Manuel Talon en espace d'échange où le sport devient un véritable outil de prévention. Je vous invite à suivre Yann Mahami. Il est au micro de Hugues Zissou Zounon. C'est vrai qu'avec Speak Up Africa, qui eux sont sur toutes ces questions de santé publique depuis de nombreuses années. Moi, je travaille beaucoup avec eux depuis, même quand j'étais joueur. On a eu beaucoup de discussions et là, officiellement, on a lancé un MOU, on a lancé un partenariat qui commence avec cette journée du palu, mais qui va on va dire, se transporter dans le temps avec tout ce qui est peut-être les maladies tropicales négligées, tout ce qui est la vaccination, tous ces messages de santé publique. Et quel meilleur moyen de porter un message qu'à travers le sport. C'est-à-dire que je sais que normalement ce sont des messages qui sont portés, on va dire, d'un point de vue institutionnel, avec les ministres, avec les députés, etc. Mais là, c'est vrai que de donner un peu la voix à la jeunesse, de donner la voix aux acteurs du sport, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Donc, on le fait à travers un beau tournoi. Et du côté de Lomé, il faut dire que les handballeurs béninois font un bon parcours dans le cadre de la première CAN de beach ball. Beach handball, oui. Rachida Biomama, vous ne vous êtes pas trompé en parlant des handballeuses avant de parler des handballeurs, parce que les handballeuses sont en finale de cette première Coupe d'Afrique des Nations de beach handball. Et ces jeunes béninoises vont affronter le pays organisateur, le Togo, en finale, tandis que les garçons vont jouer le match de classement, donc vont se battre pour la médaille de bronze. C'est une très très belle compétition qui a démarré depuis vendredi dernier du côté de Lomé, et le Bénin a été très très bien représenté. On va suivre bien sûr la finale entre le Bénin et le Togo. Ce sera à 16h heure de Lomé, 17h heure de Cotonou. Et puis de l'autre côté, un peu plus tôt, les garçons vont jouer le match de classement contre le Togo. Ce sera tout pour le sport, bien sûr. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour d'autres actualités. On imagine. On sera à fond sur le tour cycliste. Voilà, on sera à fond sur le tour cycliste international du Bénin. Du Bénin, 21e édition. Allez, c'est fini aussi pour Bonjour le Bénin de ce lundi 27 avril 2026. Merci de nous avoir suivis. On espère vous avoir accompagnés avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Allez, on se retrouve demain, c'est à 9h.